Vous écoutez Cinécast, le podcast cinéma présenté par Guillaume Herings et Thibaut Van der Werve. Au programme, l'actualité du grand écran et les nouveaux films à l'affiche cette semaine en Belgique. Bref, votre condensé d'infos ciné à ne pas manquer. C'est parti. Bonjour à tous, vous écoutez Cinécast, saison 2, épisode 22. Salut Thibaut. Salut Guillaume. En pleine forme. Comme toujours. Comme toujours. Comme toujours. Et là, on a un programme très sympathique, comme à chaque fois en fait. C'est chaque semaine un programme. C'est parce qu'on le rend sympathique en plus. Oh, dit comme ça fait plaisir. C'est toujours charmant d'avoir ta douce voix qui vient apporter des petites anecdotes, des petites critiques, vraiment des informations. Moi, c'est un trivia ici. Je prends beaucoup de plaisir. Voilà. Mais votre commentaire me touche beaucoup, mon cher Guillaume. On se fait des commentaires entre nous, tu vois. On s'envoie des commentaires, un peu d'amour. Ouais. Je sais pas d'ailleurs si vous avez remarqué, peut-être que vous avez remarqué, j'espère que c'est le cas. On a fait un test cette semaine, la semaine précédente, pardon. On a publié les critiques, donc les extraits du podcast avec les critiques sur YouTube, la chaîne Cinécast. On ne change pas une équipe qui gagne. Et vous avez quand même été nombreux. Pas beaucoup, parce qu'on n'a pas fait beaucoup de pubs, clairement. Zéro. Vous avez trouvé l'épisode via du référencement, surtout All Inclusive. Je pense que vous étiez plus de 160 à avoir été... Franck Dubosc en maillot, ça vous aimez écoutez la critique de All Inclusive. Certains ont laissé des commentaires, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à rejoindre également notre compte YouTube. Je sais que beaucoup d'entre vous utilisent principalement cette plateforme-là pour, entre guillemets, consommer du contenu en ligne. Donc voilà, c'est une manière différente d'écouter le podcast où vous avez à chaque fois les critiques. Bien sûr, vous pouvez toujours vous abonner sur Spotify, c'est également sur la plateforme de votre choix, Deezer, iTunes, voilà, on est trouvable partout. Cinécast, c'est tout, on commence comme ça. Merci. Le programme de cette semaine, 3 films, excusez-nous, on n'a pas pu en faire 4 cette semaine. On arrive dans une période où ça devient compliqué pour moi, pour voir les films. Compliqué pour toi, ça a toujours été compliqué pour moi. Oui, toi, on ne précise plus. On précise plus mon rôle dans cette émission qui se résume à vider une petite chimette de temps en temps, qu'on soit bien d'accord. Je vois pas de quoi tu parles. Non, je vois pas de quoi tu parles. Donc le programme de cette semaine, 3 films, et vraiment des films très différents les uns des autres, mais qui ont vraiment chacun une petite touche. En tout cas, ils sont attendus pour des raisons différentes. Le premier film, c'est 8 Grades, réalisé par Bo Burnham, qui est un ancien youtubeur, d'ailleurs en parlant de YouTube, qui faisait beaucoup de chansons sur YouTube, des chansons humoristiques. Et il a fait depuis des comédies specials sur Netflix, donc des émissions d'une heure, des one-man shows d'une heure, très très critiques de la société, de la dépression, de plein d'angoisses de la vie de tous les jours. Et là, il réalise son premier film, 8 Grade, qui parle d'une jeune fille qui est anxieuse, qui vit vraiment l'adolescence de plein fouet. Donc ça va assez bien avec son univers, on va en parler. Deuxième film dont on va parler cette semaine, c'est La Grande Aventure Lego 2. Donc c'est Everything is Awesome. Non, oula, je vois que tu regardes déjà. Pas Lego Movie 2. Ouf, ça commence bien. Donc on a déjà un petit aperçu de la critique de Thibaut. Je ne l'ai pas vu, mais je me rappelle que j'ai vu le premier en Écosse quand j'étudiais là-bas, et j'avais vraiment surkiffé Chris Pratt. Ouais, mais j'étais déjà moyennement fan du premier, moi. Donc... Moi, je trouve ça marrant, je trouve ça très sympa avec Batman et tout qui partait en sucette, c'était assez sympa. Et troisième film, c'est The Old Man and the Gun. Peut-être le dernier film de Robert Redford. En tout cas, c'est un film qui pourrait lui coller à la peau parce que ça ressemble pas mal à ça. Un peu une petite parce que ça parle quand même d'un homme âgé de plus de 70 ans qui continue à faire des hold-up, etc. Donc c'est un peu comme si Robert Redford ne voulait pas arrêter de faire du Robert Redford. Tu vois ce que je veux dire, la petite... Ah oui, tu vises loin. Hein. Oui, j'ai pris un petit duge avant de venir. Non. Commençons tout de suite par le box-office. On ne change pas une équipe qui gagne. Malheureusement, on ne change pas non plus des salles qui gagnent. Et la question, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait? Qu'est-ce qu'on a encore fait, bordel de merde. Bordel de merde, on quitte le navire. Peut-être que c'est lui qui va gagner le César l'année prochaine du film le plus populaire. Putain. Ce serait quand même quelque chose. Qu'est-ce qu'on a encore pas de malheur, s'il te plaît. Oui. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? C'est 990 000 entrées pour sa Xème semaine, je ne sais plus. Mais il a un cumul de 4 600 000 entrées au total. Donc il approche les 5 millions d'entrées en France. À l'heure actuelle, 5 millions d'entrées pour une comédie française, c'est parmi les meilleurs scores qu'on puisse avoir. Bien sûr, il y a eu Intouchable, etc., qui ont fait plus. Oui, mais là, on parle c'est d'un niveau exceptionnel. Oui. Mais là, par exemple, aux Tuches, ça se compare avec les Tuches, ce genre de résultat. Ou bien une comédie qui fonctionne vraiment bien, c'est entre 3 et 5-6 millions. Voilà. Ça, c'est vraiment un très très bon score. On était à 5-6, je pense. Donc, ce genre voilà, c'est clairement un très bon score. Et c'est pas fini. Là, il a fait 900 000 entrées, donc presque 1 million encore.
pour sa Xème semaine, donc il reste vraiment au taquet. Hein. Forte chance, ça continue comme ça. Ouais, triste. Deuxième film, c'est Ralph 2.0, ou Ralph Breaks the Internet, si vous préférez le titre en anglais. 900 000 entrées pour un total de 900 000 entrées. C'était sa première semaine en France. Mais oui, il est sorti Chez nous, il est sorti avant. Chez nous, Oui, il est sorti tout à en fait. décembre. Donc 900 000 entrées, c'est pas du tout un mauvais score pour le marché français, surtout quand on sait qu'il y a une concurrence comme Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu qui est là. Autre concurrence, un nouvel entrant, Alita Battle Angel, on en a parlé la semaine passée, allez écouter la critique sur YouTube. Ah, t'as vu, on peut commencer à faire des plugs. Alita Battle Angel, 780 000 entrées pour la collaboration Robert Rodriguez, James Cameron. C'est pas mal, hein. C'est un bon score. Qui était pas mal. Et le film aussi était pas mal. Voilà, on avait donné 2 étoiles si je me rappelle bien, donc ça reste un film d'aventure tout à fait acceptable qui laisse la porte ouverte à des suites, bien sûr. Hein. 780 000 entrées pour celui-là. Ensuite, How to Train Your Dragon's 3, donc Dragon 3, Le Monde Caché. 630 000 entrées, donc presque 2 millions d'entrées. C'est 2 fois moins que Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Pourtant, c'est un film animé. Il n'y a pas beaucoup de concurrence pour l'instant. Si, il y a Ralph, je suis bête. Mais il y a Ralph qui vient d'arriver, mais je pense que Ralph est peut-être pour un public un peu plus âgé que Dragon 3. Tu crois ? Dragon, c'est vrai que Dragon 3 est plus... Alors Dragon est un film aussi pour les plus âgés, mais ça commence à un public un peu plus jeune que Ralph, je pense. Mais bon. Alors, 5e film, c'est Nicky Larson et le parfum de Cupidon. C'est la 2e semaine en France. Il a dépassé le million d'entrées au total. Il a fait 400 000 entrées cette semaine-ci. Une chute de 37%, donc c'est tout à fait normal pour ce genre de film. Mais on est quand même dans une bonne performance. Hein. Dépasser le million d'entrées pour un film qui... un peu casse-gueule, adaptation d'une propriété qui est aimée, voilà, surtout avec toute l'équipe derrière là, de babysitting et entre autres, voilà que le nom m'échappe. Lachaud, c'est ça ? Philippe Lachaud, donc voilà. Ça aurait pu être quelque chose, mais de nouveau, c'était 2 étoiles. On trouvait que c'était pas mal. C'était un essai plutôt réussi. Une bonne surprise. Et là, on est content. Moi, je suis content. Parce que justice est un peu faite quand même. Donc Nicky Larson, c'était sa 2e semaine, 400 000 entrées. Et il y avait un film qui était sa première semaine en France, All Inclusive, avec Francky Dubosc, dont on a parlé longuement dans les long et en large. En long et en large. Et que vous pouvez retrouver sur YouTube. Merci, tu fais les plugs à ma place. Et qui est un film qu'on a complètement dézingué. Et qui se prend un petit four. Et qui se prend un four. On attendait une grosse ouverture pour All Inclusive. Bien fait pour ta gueule. Eh ben non, moins de 400 000 entrées. Alors beaucoup de gens diraient 400 000 entrées, c'est quand même pas mal. Oui, mais pour un film pareil, où à la fin on te fait un petit clin d'œil avec Kev Adams. Sachant que Qu'est-ce qu'on ils a auraient encore voulu fait au en bon plus. Dieu fait quasi 1 million d'entrées à sa 2e ou 3e semaine. 3e déjà. Oui. Et que là, le nouveau, le camping 4, enfin le camping caché, hein, parce que c'est ça qu'il s'agit, lors de sa semaine de sortie, il fait même pas 400 000 entrées. Alors, je suis presque contre. Enfin, non, ça me fait chier que. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu fait 990 000, enfin quasi 1 million d'entrées à sa 3e semaine, c'est un peu chiant. Mais que All Inclusive se viande comme ça, oh, qu'est-ce que c'est beau, je jouis. Oui, bah donc voilà, All Inclusive n'a pas réussi pour un budget quand même de 15 millions d'euros, parce qu'on a les budgets ici aussi, alors que Qu'est-ce qu'on a encore fait au mon Dieu, c'était 17 millions d'euros. En parlant des budgets d'ailleurs, on va en parler un peu plus tard dans cet épisode, il y a des chiffres qui viennent de tomber pour les films français les plus rentables de 2018. Donc quand on parle de rentabilité, on dit le rapport qualité-prix, concrètement. Oui, c'est ça. Enfin, qualité-prix, non, vous m'avez compris. Donc, combien ils ont coûté et combien est-ce qu'ils ont rapporté, et savoir quel est celui qui a été le plus rentable. Vous allez voir quelle surprise. Ouais. Voilà. Des films comme le projet Blair Witch, le projet Blair Witch est un des films le plus rentable de l'histoire du cinéma. Concrètement, ce qu'il a coûté peut-être $450, non j'exagère, le coût de la péloche, et il en a rapporté des millions et des millions. Quoi. Exactement. Un autre film qui a très bien fonctionné il n'y a pas longtemps, c'était Get Out, qui a coûté pas grand-chose et qui va rapporter, je crois, 500 millions, un truc comme ça. Une très 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 belle affaire pour un film qui coûte pas très cher à produire. Souvent, les films Blumhouse, d'ailleurs, c'est un peu leur méthode. Très concrètement, c'est qu'ils font des films d'horreur pas chers. D'ailleurs, je pense que c'est cette semaine, il y a Happy Death Day to You, donc la suite de Happy Death Day qui sort. On Happy l'a pas Death vu. Day 2. Voilà, même principe. Happy Birthday en français. Happy Birthday, pardon. En français, on se comprend. Commençons par le premier film de la semaine, 8th Grade. Alors, 8th Grade, si on devait comparer à chez nous, c'est quel âge ? Environ 13 ans, 14 ans, un truc comme ça ? Quelque chose comme ça, je pense. Ouais. Voilà, vraiment le pic de l'adolescence, le moment où on a des gros boutons, le moment où on n'a pas envie d'aller à la piscine.
se foutre en maillot devant les autres, ou tu sais, on a l'impression qu'il y a une fille qui nous aime bien alors qu'elle a juste demandé si elle pouvait boire avec nous un peu d'eau, un truc comme ça, directement on s'emballe un peu dans nos émotions. Et ben ce film parle de ça, une fille de 13 ans justement, qui s'appelle Kayla, oui c'est ça, qui vit ses dernières semaines, on appelle ça au collège aux États-Unis, après il y a l'entrée dans le lycée, je crois qu'en France c'est un peu le même principe, chez nous c'est les secondaires tout simplement, et donc elle vit ses dernières semaines de cette année-là, là, de 13 ans, et comme je l'ai expliqué, elle vit tous les problèmes que peut avoir un adolescent à cette époque-là, avec un aspect qui est assez novateur dans ce film aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'utilisation des réseaux sociaux, qui sont omniprésents. L'image que les jeunes ont sur les réseaux sociaux, que les enfants essaient de projeter sur Instagram et les autres plateformes, ou YouTube aussi, sont mis en avant dans ce film, et c'est forcément parce que c'est Bo Burnham qui a réalisé le film, ancien youtubeur, qui a fait son temps sur la plateforme, et qui lui-même, il l'avoue, souffrait beaucoup d'anxiété quand il faisait des vidéos YouTube, pourtant vues par des millions de personnes, parce que il avait du mal à accepter son image, accepter ce qu'il disait, accepter qu'il était drôle alors qu'il ne se trouvait pas drôle. Ici, c'est différent. Elle n'a pas vraiment d'amis, pas beaucoup en tout cas. Quasiment aucun, oui. Elle publie des vidéos sur YouTube de bien-être, etc., alors que très concrètement, elle ne se sent pas bien dans sa peau. Et donc, du coup, elle est un peu hypocrite face à sa caméra, et il y a 3-4 tondus qui regardent ses vidéos. Ça, elle ne sait pas vraiment qui c'est, il y a son papa qui regarde parfois les vidéos, mais donc voilà. Donc c'est vraiment, elle est dans sa bulle, et elle essaye de faire genre que tout va bien, que c'est la fille qui peut prétendre de sortir avec tel et tel garçon, alors qu'au fond, elle ne se connaît pas encore très bien. Peut-être qu'elle n'a pas sa place dans certains endroits. Et ça, c'est quelque chose qu'on découvre un peu par la douleur, n'est-ce pas, à cet âge-là? Complètement. Qu'est-ce que tu en as pensé de manière générale, même si vous pouvez entendre au son de ma voix que j'étais assez enthousiaste par rapport à ce film? Je trouve que c'est un très beau premier film qui m'a pas mal touché. Parce que on rentre complètement dans l'univers de cette fille qui a effectivement entre 13 et 14 ans. C'est l'équivalent de la deuxième secondaire chez nous. Donc c'est quoi, la 4e en France, je pense. Je m'aventurerai pas là-dedans. Parce que Mais je suis à peu près sûr, donc ça doit être quelque chose comme ça. Ok. Et effectivement, tu dis bien qu'elle est dans sa bulle parce que elle tente vraiment de faire style. Elle est un peu populaire. Enfin... Non, elle sait qu'elle l'est pas, mais elle essaye de faire la fille cool et elle essaye de se lancer dans des directions qui peuvent la rendre populaire, sans évidemment y arriver. Quand elle fait une vidéo, effectivement, elle a 3 vues sur YouTube, ce qui est à peine 3 fois moins que nous. J'exagère. Et 160 sur l'inclusif, s'il te plaît. Mais du coup, c'est intéressant de voir cette jeune ado se prendre de plein fouet l'adolescence dans la gueule. Et tout ce que ça implique, les bons comme dans ce cas-ci, surtout les moins bons côtés. C'est-à-dire le fait qu'elle n'est pas populaire au collège. Donc, alors elle va pas se faire harceler non plus, mais c'est juste la fille pas populaire du tout, quoi. Elle n'a pas d'amis, elle fait aucune activité... Elle n'est pas invitée aux anniversaires, et quand elle l'est, c'est parce que c'est la mère de la gamine qui l'invite, et c'est pas la gamine qui l'invite. Donc, c'est déjà, ouais, bon. C'est la 3e roue, entre guillemets. Hein. C'est clairement la personne qu'on voit parfois à des événements, mais on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fout là? Mais c'est même pire que ça, c'est même pas la 3e roue, parce que c'est même pas la fille de cette bande de potes où t'as la personne qui dit rien, et qui suit tout le groupe, et qui, tu sais, quand t'es à 3 à marcher dans un trottoir, enfin sur un trottoir, et qu'à un moment l'espace devient trop petit, c'est toi qui dois aller te mettre derrière les 2 autres, tu vois. C'est pas un des 2 autres qui va se bouger, ça va être toi. Ça, c'est la 3e roue. Ça, c'est plutôt la 3e roue où elle... On sent le vécu, là, elle a même pas... Ouais, non, mais on a tous connu ça. On a tous connu ça. Elle a même pas ce cas de figure-là, parce qu'elle a pas d'amis. Et paradoxalement, le moment où elle va commencer à se faire des amis, c'est quand elle va vivre cette journée d'intégration pour le senior high school, parce que donc le 8th grade, c'est la dernière année du junior high school, donc c'est quoi, collège. C'est comme si elle passait du collège au lycée. Oui. Et donc oui, c'est ça, quand elle commence à se faire des amis, en fait, c'est des gens qu'elle va rencontrer lors de sa journée d'intégration au lycée. Tout à fait. Donc c'est des gens qui sont plus âgés qu'elle. Et alors, je vais pas dire plus matures, mais d'une certaine façon, oui.
ils ont un vécu déjà un peu plus. Mais c'est clair que plus adulte. C'est quelqu'un aussi qui a une image totalement faussée d'elle-même. Donc elle a l'impression d'être pas intéressante, de n'avoir rien à dire, de vivre des choses banales, etc. Alors que pourtant, elle vit avec son papa, on n'a pas beaucoup d'informations sur sa maman, elle a clairement aussi une conscience de certaines choses, puisque ses vidéos YouTube, elle parle pas non plus de maquillage ou de trucs comme ça, elle parle de bien-être, de choses qui la touchent, d'exemples de choses qu'on peut vivre à l'école. Donc elle a cette espèce de conscience, entre guillemets, que pas mal d'ados n'ont pas à ce moment-là. Tu vois, beaucoup de gens se contenteraient juste à jouer aux jeux vidéo, etc. Et elle est vraiment dans une étape plus avancée. Et d'ailleurs, elle va rencontrer des gens qu'au fur et à mesure du film, elle va comprendre que ces personnes-là, en fait, ça pourrait être ses amis. Alors qu'à la base, c'est pas vers eux qu'on va aller. Tu vois, on a tous eu un peu cette impression où on est à l'école, on voit quelqu'un, on se dit, ça n'a pas l'air d'être le match avec cette personne. Et puis finalement, au bout d'une journée, on tombe une journée avec cette personne, on parle toute la journée, et puis on se dit, en fait, finalement, cette personne-là, elle déchire. Mais ça nous met du temps à briser un peu, à enlever les masques. Ouais. Et c'est vrai qu'ici, c'est très sur la popularité, sur est-ce qu'on est Instagrammable, est-ce qu'on est mince dans son maillot, etc. Est-ce qu'on plaît aux footballeurs ou autres. Alors qu'il y a plein d'autres gosses, plein d'autres jeunes avec leurs histoires qui sont tout aussi intéressants, mais qui sont différents, quoi. Ouais. Et elle a du mal à accepter qu'elle est différente. Et elle l'accepte au fur et à mesure du film. Donc voilà, c'est vraiment un film là-dessus. Et c'est pour ça qu'elle s'intègre bien à la fin, parce qu'elle n'en a rien à foutre de son image. Donc elle commence un peu à faire tomber les barrières. De là à dire qu'elle s'intègre bien, on n'en sait rien parce qu'on ne voit pas cette étape au final. On voit une progression. Le film s'arrête avant. Mais effectivement, il y a quelque chose d'assez intéressant dans la progression du personnage. Il y a un truc que je trouve génial, du coup je passe à autre chose, mais il y a un truc que je trouve génial avec elle, c'est que elle fait des vidéos YouTube, elle donne des conseils à des jeunes qui ne regardent pas ses vidéos, mais elle donne des conseils par rapport à des choses qu'elle ne met pas en application elle-même. Tout à fait. Elle fait genre, voilà, il faudrait faire ceci, ceci et ceci dans la vie, mais elle est incapable de faire quoi que ce soit qu'elle conseille en fait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant par rapport à ça. Et de manière générale, c'est un personnage qui est très intéressant parce que elle est pleine de paradoxes. Elle traverse des étapes qu'on a tous traversées à peu près, ou presque, où on connaît tous des personnes qui ont traversé ces étapes-là. Mais voir ce qu'elle... le voir à travers ses yeux et surtout à travers le prisme de ce côté 2.0, très réseaux sociaux, très exposé du coup, exposé effectivement, se mettre en valeur, se faire passer pour quelqu'un qu'on n'est pas finalement, c'est ça qui est très intéressant parce qu'on parle d'une catégorie d'âge qui est jeune et qui 13-14 ans et qui a une expérience complètement différente de celle qu'on a des réseaux sociaux. On l'a déjà dit, je pense, plein de fois, on a déjà parlé plein de fois, je sais pas si on l'a déjà dit dans ce podcast, mais Facebook, c'est un réseau social complètement has-been pour les jeunes de cet âge-là. Ils n'utilisent pas Facebook, c'est un réseau de vieux. Oui, d'un point de vue personnel, moi je donne cours à des jeunes de 20 ans de marketing digital et j'ai posé justement une question aujourd'hui en classe. Je leur ai dit voilà, donc vous, je parlais de Facebook, etc. Et en fait, au bout de 3 minutes. À des jeunes de 18 ans, toi. De 20 ans. Ouais. Et je parlais de Facebook et en fait, au bout de 3 minutes, j'ai compris que dans la classe, il y avait 3 personnes qui avaient un compte Facebook, quoi. Ouais. Et je me suis dit, waouh, en fait, je suis complètement une génération au-dessus, has-been, quoi. Et donc, eux, ils disent, non, si je dois utiliser un réseau social, c'est Instagram, Facebook, laisse tomber, quoi. Et donc, on voit qu'il y a un changement. Bon, ça n'a rien à voir avec ce qu'on disait, mais c'est clair qu'il y a cette espèce de... Je crois que c'est un film que les parents doivent voir. Honnêtement, oui, ceux qui ont des jeunes de... Ceux qui ont des jeunes, allez, 10 et 15 ans, par exemple. Oui, voire un peu ça. plus, hein, entre même. 10 et 20 ans. Je pense que c'est un film qui peut être très intéressant à voir, effectivement. Pour comprendre un peu l'utilisation des réseaux sociaux. Parce qu'on voit que le père de la fille, il est tout aussi perdu qu'elle, en fait, quasiment. Oui. Parce que, bon, déjà, c'est un père célibataire qui l'élève seul, il a son boulot, enfin voilà, il galère aussi un peu. Et puis, il n'est pas du tout dans cette dynamique réseaux sociaux, etc. Il est complètement perdu. Il fait des conneries, il fait des trucs que les parents ne devraient pas faire. Et vraiment, voir ça avec cette version actuelle de ce type de personnage et de relation, c'est hyper intéressant et très réussi, je trouve. Donc pour moi, c'est un film à voir avec ses ados, honnêtement.
si vous êtes parents, vous êtes des adolescents, ou inversement, si vous êtes ado et que vous voulez montrer un film un peu sur les réseaux sociaux et tout à vos parents, c'est clairement un bon film pour en parler, pour débattre de ce genre d'utilisation et aussi de l'image qui peut en ressortir. Et surtout de la problématique que ça peut représenter, parce que on en parle beaucoup. Finalement, le but du film, c'est de s'accepter soi-même. Bien sûr. Et son père, c'est un peu ce qu'il lui dit à un moment donné. Il dit voilà, je suis pas parfait, mais je sais qui je suis. Très belle scène. Et toi, oui, c'est ça. Ce dialogue. Tu dois faire pareil, quoi. Tu sais qui tu es, tu as des qualités, tu seras pas la plus belle de la classe, c'est pas grave. Cette scène m'a un peu fait penser à celle dans Call Me By Your Name, avec le monologue du père à la fin. Il y a des choses assez similaires là-dedans. Tout à fait. Et le père, alors je vais te dire ça tout de suite, mais je pense que c'est Daniel Zolgardi. Gadri, pardon. Il est excellent. Il est très bon. Hein. Sa tête ne me disait rien, mais vraiment il est très très bon, très surprenant. Avec non, c'est pas lui. Lui c'est Daniel. C'est un autre. C'est qui? C'est celui qui joue. Allez, l'ami avec qui elle va faire ce petit repas là à manger des frites. C'est génial, fabuleux. Cette scène est formidable. Ah, elle est fantastique. Je me suis beaucoup identifié dans cette scène. Pour tout un tas de raisons. Mais voilà, bon, c'est pas important si on revient pas là-dessus à part si mais globalement, tous les comédiens sont très bons. Et évidemment, celle qui est géniale, c'est Elsie Fisher qui a le rôle principal, qui n'a jamais joué avant, bien sûr. Kayla. Ben oui, c'est son premier rôle au cinéma. Et son père, il est joué par Josh Hamilton. Ah oui, d'accord. Mais je vois qu'il était juste, là comme ça, qui me dit quelque chose dans Frances A. Ah oui, ok. Avec Greta Gerwig, qui était un très très beau film. Mais il est plutôt dans des séries visiblement. Donc c'est pour ça m'étonne pas. Il avait un troisième rôle dans Manchester by the Sea, donc autant te dire que. Et dans Meilleur of Its Stories, oui, voilà, il a fait quelques petits rôles un peu inconnus au bataillon. Mais il travaille beaucoup avec A24, quoi. Ouais. C'est Meilleur of Its Stories. Mais clairement, avec ce genre de rôle, il va se faire un peu repérer parce qu'il est vraiment fantastique. Oui. Autant ici, je pense que le film va passer relativement inaperçu, malheureusement. Aux États-Unis, le film s'est fait encenser par toute la presse. Oui. Évidemment, il a le cachet cinéma indépendant, donc pour peu que ça fonctionne, voilà. Oui, et puis Bo Burnham est vraiment quelqu'un qui vend bien les salles, entre guillemets, aux États-Unis. Enfin, c'est vraiment un YouTuber qui a bien fait la transition avec le One Man Show, et donc maintenant il fait une transition réalisateur. Je trouve ça impressionnant, moi, pour un jeune de notre âge, finalement, de parvenir à faire 3 carrières différentes, et à chaque fois avec une certaine qualité. Là, c'est son premier film, c'est un film qui est bien écrit, ok, peut-être un peu classique dans sa mise en forme, mais c'est diablement efficace, c'est pertinent, c'est profond, et tu te dis ok, quoi, si ce gars-là il continue à maîtriser son sujet et à tester autre chose, on a un jeune réalisateur là qui a 27 ans, un scénariste aussi, qui peut continuer et faire une chouette carrière, donc que des bonnes nouvelles. Et petite précision, parce que sinon on va nous faire la remarque, c'est vrai que parfois on n'est pas assez précis. Ah oui. Et on se fait un peu taper sur les doigts. C'est toi surtout. Parfois, oui. Moi, parfois ça me semble très clair dans ma tête, et puis je me dis, vas-y, dis-moi. La même façon que j'ai dite. Elsie Fisher, c'est pas son premier rôle, qu'on soit bien d'accord, mais c'est son premier rôle d'importance. Hein, parce qu'elle a déjà eu des rôles auparavant. Okay. Et c'est elle qui fait la voix de Agnès, la petite fille de Moi Moche et Méchant. Ah ouais? Ouais. Ok, rien à voir. En VO. Mais ici, donc c'est son premier rôle vraiment d'importance. Long métrage, rôle principal. Elle est absolument géniale. Hein. Oui. Donc nul doute qu'on en entendra encore parler dans le futur. Combien d'étoiles on donne à 8 Grade? Un bon 3 étoiles, certainement. Un bon 3 étoiles, en encourageant Beau et tous les autres à continuer sur leur lancée et nous procurer des instants de cinéma comme celui-ci, parce que c'était pas mal du tout. Et comme tu le dis, aux États-Unis, ses cotes, c'est plutôt du 4 étoiles et presque, il est sur les shortlists un peu. Je sais pas s'il est nommé aux Oscars, mais je sais en tout cas qu'il Beau a participé aux différentes tables rondes de Hollywood Reporter là, qui sont toujours très intéressantes, notamment pour scénario, etc. parce qu'il en parlait. Donc si vous voulez un peu vous renseigner sur ce YouTuber devenu réalisateur, je vous conseille d'aller voir sur YouTube. Il y a plein de documents sur lui et c'est quelqu'un de passionnant. Qui parle très ouvertement de son milieu, de son sujet, sans hésiter de parler par exemple de dépression qu'il a pu vivre ou autre. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a vécu pas mal de choses puisqu'il a commencé sa carrière à 16 ans. En tout cas, on a vu ici qu'il avait des choses à dire. Tout à fait. Donc
très clairement, je pense que c'est un réalisateur à suivre et qui surprendra encore dans le futur. On ne souhaite que ça. 3 étoiles pour 8 Grade. Ensuite, parlons des news. Mais avant de parler des news, on va parler du film français le plus rentable de 2018. Et autant le dire tout de suite, c'est une surprise. Hein. On ne s'attend pas à lui. Ah ben... Rentabilité, c'est pas la même chose. Non, mais c'est ça qu'on pourrait croire. Donc, que juste être un succès. Hein. Vous allez me dire, le plus gros succès en France, c'était Les Tuches 3, l'année passée. Et vous avez raison. Alors, oui, 5,6 millions d'entrées avec un budget de 14 millions. Donc, c'est une rentabilité de 151%. C'est bien. Donc, c'est pas moche, hein, qu'on se le dise tout de suite. C'est très bien. Ça rapporte pas mal. Mais à côté de ça, il y a d'autres films qui sont intéressants. Il y avait Tout le monde debout. 3e place du podium avec 84%. Ah oui, 3e place parce qu'en fait Les Tuches 3 n'est pas premier, hein, comme ça vous le savez tout de suite. Donc 84%, ça c'était Franck Dubosc avec Tout le monde debout. Mademoiselle de Jonquière, alors là je m'y attendais pas, 79% de rentabilité, donc c'est le 4e film. Le Grand Bain est le 5e film, donc après même Mademoiselle de Jonquière. Ouais, c'est fou. Donc on se dit que Mademoiselle Jonquière a été plus rentable que Le Grand Bain, alors que Le Grand Bain c'est quand même le gros succès. Encore autre surprise, La Ch'tite Famille est après Le Grand Bain et après Mademoiselle de Jonquière en, du coup, si je fais bien le compte, 6e place. Le Jeu en 7e place avec 71%. Taxi 5 en 8e place. Donc c'était quand même rentable. Première année, Thomas Litti en 8e place. Et Les Vieux Fourneaux. Je sais pas si t'as vu Les Vieux Fourneaux. Moi, je l'ai vu. Non, je ne l'ai pas vu. C'était pas un grand moment de cinéma, qu'on se le dise tout de suite. Pour 55% de rentabilité. Donc, du coup, quel est le film numéro 1 ? Et on en parlait un petit peu. Attends, avant de dire le numéro 1, vas-y. Les Vieux Fourneaux, j'ai pas calculé à quelle place il était, mais il était quoi, 7-8e là ? 9. Il est à 55,7% de rentabilité. Hein. Donc, ça veut dire que la plupart des films sont tout juste rentables. Oui, ça veut dire que là, on a le top du top. Tout juste, voire pas. Ouais, on a le top du top là, donc c'est clair qu'il y a plein de films qui sont pas dedans. Ouais, tout à fait. Ah oui, non, pour être rentable au cinéma aujourd'hui, c'est une lutte, quoi. Quand tu vois qu'il y a 10 sorties par semaine, faut s'accrocher, quoi. Surtout que si tu tombes la même semaine qu'un Marvel, autant te dire tout de suite que c'est casse-départ, quoi. Non, parce que suivant le film que tu es et ton positionnement, tu peux très clairement faire face à un Marvel. Mais, quels sont les gros films, par exemple, qui te viennent en tête de l'année passée français, qui sont pas dans le top, là ? Comme ça, je sais pas. C'est difficile d'imaginer un truc comme ça. Il y a plein de films, en effet. Je repense à un film dont on a parlé plusieurs fois l'année passée, à Miami, qui n'est pas dans ce top-là. Pourtant, il n'a pas du coup coûté très cher. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça qui sont intéressantes. Et donc oui, pour venir au film numéro 1, il s'agit d'un film que j'ai vraiment adoré et que je vous conseille d'ailleurs. Je pense qu'il vient de sortir en DVD. L'amour flou de Roman Boringer et de Philippe Rebaud. C'est un film qui a coûté 437 000 €. Donc, difficilement faire moins cher au cinéma aujourd'hui, puisque c'est un film quand même, voilà, c'est pas non plus un film tourné à caméra à l'épaule, c'est vraiment un film avec appartement, décor, tout le bordel. Donc, voilà, comédie petit budget, 437 000 €. 194 356 entrées, donc c'est pas énorme, c'est même pas très bon, pour être franc. Mais, vu que ça a coûté que dalle, il a un taux de rentabilité de 155%. Donc autant vous dire que vous êtes un jeune réalisateur aujourd'hui et vous voulez faire un film qui va être reconnu parce qu'il a fait un très beau carton, une belle rentabilité, alors je vous conseille de faire un film pour moins de 500 000 € et d'essayer de s'en sortir avec ça. Ça va être très compliqué, mais si vous avez une belle idée d'un truc, un huis clos, un dîner de con ou quelque chose comme ça, vous pouvez peut-être vous en sortir. Donc ça, c'est clair que c'est un facteur à prendre en compte. Et en tout cas, c'est surprenant et ça fait plaisir à voir. Parce que le film était bon et bien meilleur que les autres qui sont cités dans le top. C'est pas faux. C'est pas faux, ça c'est sûr. Deuxième news. Et ça, c'est une news qui a fait grincer beaucoup de dents cette semaine quand même. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, parce que je pense que quand on a enregistré... C'était pas encore le cas. L'émission de la semaine dernière, il l'avait pas encore annoncé. Et donc, voilà, l'Académie qui s'occupe des Oscars avait décidé de remettre 4 prix pendant les pubs. Ils font ça chaque année, hein ? Non. Ils remettent parfois des prix dans les pubs, non ? Non. Je sais qu'ils voulaient couper du temps, ça c'est clair. Oui, ce qui est compréhensible. Trop long, 4 heures d'émission, voilà. Mais non, ils faisaient jamais ça. Et c'est entre autres pour ça qu'ils voulaient un peu... Ça permettait de raccourcir un peu la si cérémonie. C'est les catégories où tout le monde s'en fout, c'est pas si grave.
Non. Mais dans ce cas-ci, c'était quoi comme catégorie? Non, mais peu importe la catégorie, ça se fait pas. T'as raison. Mais non. T'as raison. Il a mérité d'être aux Oscars, il a mérité son moment de gloire. Même, je suis bien d'accord. Même, c'est une question de respect. Les gens font un film, ils sont nommés. Tous les rôles sont importants. Alors il y en a certes quelques-uns qui sont un peu plus importants que d'autres. Après ça se discute, hein, mais techniquement ils sont tous importants. Donc non, ça se fait pas de couper une catégorie. Surtout que évidemment, ils voulaient mettre les catégories de trucs un peu moins connus pendant les pubs. C'est pas, ils vont pas mettre meilleur acteur ou meilleure actrice, tu vois. Non, bien donc sûr. c'est les gens qui ont déjà toute la lumière qui la gardent, et ceux qui ne l'ont pas, et c'est très drôle ce que je viens de dire, sont passés pendant les pubs. Non, ça va pas. Et parmi ces catégories, il y avait justement, parce que je parlais de lumière, la meilleure photographie, donc les chefs-op. Oui, c'est pas que de la lumière, là, c'est carrément... c'est tout. Il y avait quelqu'un qui a dit... Sans eux, il n'y a pas de film. Il y avait quelqu'un qui a dit un film sans montage, sans photographie, sans maquillage ni rien, c'est un podcast. Ça fait rire. Il y a quand même un montage dans le podcast. C'est drôle. C'est drôle quand même. Donc, il y avait meilleure photo, meilleur montage, meilleur maquillage et meilleur court-métrage. Et tout cela, bam, ouais. pendant la pub. Tout le monde sait que, surtout les deux qui ont fait vraiment jaser, hein, c'est meilleur montage et meilleure photographie. Évidemment. Parce que il y a court-métrage live, ça c'est un peu moins publicité. Mais meilleure photographie, là, clairement, là, tout le monde... Parce qu'on s'est dit, Alfonso Cuarón, qu'est-ce qui va se passer? Alors, il va aller chercher son prix comme ça pendant une pub pour Burger King? Hein, c'est ça qui va se passer? Et surtout que, je veux dire, sans la photo, il n'y a rien, quoi. C'est un boulot essentiel, quoi. Et donc, il y a plusieurs réalisateurs qui sont montés au créneau. Christopher Nolan, Quentin Tarantino, Cuarón, forcément, il est concerné. Spike Lee, et encore Brad Pitt, qui n'est pas réalisateur dans ce cas-ci, mais voilà. Qui ont tous dit, si c'est comme ça, moi je viens pas, mon vieux. Tu m'étonnes. Il dit clairement, je viens pas. Donc Christopher Nolan, qui a quand même un certain poids, surtout chez Warner. Quentin Tarantino, c'est n'importe qui. Et donc il dit, voilà les gars, moi si c'est comme ça, moi je viens pas, c'est n'importe quoi. Du coup, rétro-pédalage, petit communiqué de presse à 5h du matin. En fait, le mec était bourré, il a écrit un truc, il s'est trompé de tweet. Non, ça va bien se passer, pas de souci, on va rallonger la cérémonie. Et donc une des propositions qui avait été faite... Ne parle plus jamais comme ça, s'il te plaît. Une des autres propositions qui avait été faite, c'était de dire, attends, mais vous allez jouer en live toutes les chansons qui sont nommées pour la meilleure chanson. Oui. Donc il y a 4 chansons. Il faut jouer. Ils ont 2 minutes max par chanson, je pense. Oui, j'espère bien. Donc du coup, ils ont dit, pourquoi vous ne faites pas juste le gagnant? Tu vois, tu mets Shallow sur la scène et c'est bon, on n'en parle plus. En gros, c'est lui, hein, je sais pas. Oui, mais ça donc, va être lui. Ça se risque d'être lui. Donc t'as un petit Shallow avec Lady Gaga et Bradley Cooper sur la scène. Waouh, un beau moment de télévision. Mais donc du coup tu skippes les autres, c'est bon, ils ont perdu, c'est pas grave. Mais donc ils ont refusé, ils ont dit non, on fait toutes les chansons, c'est le moment un peu jazzy de la soirée, il y a Patrick Sébastien qui arrive. Donc du coup ils se sont dit voilà, on garde le truc au total, mais ils vont enlever le prix populaire. Ils ont dit, mais à culpa aussi. D'ailleurs, le prix populaire, on va pas le faire. Hein. C'était une blague. Passons en avril. Le responsable des relations publiques des Oscars, je peux vous jurer que ses jours sont comptés. C'est pas son année. Hein. Ou ses jours sont comptés. Honnêtement, ça m'étonne pas qu'il démissionne. C'est pas lui qui est responsable. Si, parce lui, que il communique sur son mais tu lui dit de communiquer. Tu dois pressentir les mauvaises informations et tu dois savoir s'il y a un truc qui va pas bien passer du tout et tu dois vraiment le dire. Tu dis, les gars, ça va pas passer. C'est ton travail de mettre le feu rouge. Certes. Donc voilà quoi. Et ça, ils ont un peu manqué de diplomatie. Dites-nous un peu, chers auditeurs, si vous trouvez que l'Académie fait n'importe quoi ou si elle fait n'importe quoi. C'est ça. En tout cas, c'est clair qu'on regarde pas tous les Oscars ici. Hein. Chez nous, c'est à 5h du mat, 3h du matin. Je n'ai jamais regardé les Oscars. On regarde le recap le lendemain. Moi, je dors. Et juste quand je me lève, je regarde les résultats. Oui, au petit-déj, tu prends un bol de chocos et tu regardes les Oscars. Moi aussi. Mais très concrètement, nous, on est moins concernés parce qu'on peut voir les clips directement des catégories. Mais c'est vrai que si on regarde l'entièreté de la cérémonie, ça me paraît logique de faire toutes les catégories. Enfin, je veux dire, c'est même normal, quoi. Tu vois, quand tu vas gagner un prix, merde, quoi. Tu vois, Benoît Deby ou autre, si jamais un jour il est aux Oscars, t'imagines, t'as travaillé toute ta life, t'es aux Oscars, et puis en fait, va vite, hein, parce que dans 2 minutes, la pub pour Chubbs, elle est finie, donc... Ou la Lincoln, tu vois, la pub avec Matthew McConaughey. Là. Et c'est lui qui l'a faite, d'ailleurs. La pub Lincoln? C'est Deby. Ah oui, c'est vrai? Ouais. Cette pub? Ouais. Elle est réalisée par Benning Refn, je pense, d'ailleurs. Mais non. Je te jure. Attends, non, mais la pub où il est dans sa bagnole?
la pub Lincoln, donc pour les balles de Lincoln avec Matthew McConaughey. Il y en a plusieurs. Donc il y a celle où il est comme ça, il fait That's a big ball. Ah, alors, je connais pas toutes les pubs Lincoln avec Matthew. Elles sont géniales. Mais je sais que Benoît Deby en a fait une en tant que chef-op et il me semble que c'était Winning Refn le réal. À mon avis, c'est la dernière alors parce qu'elle est plus un peu sombre, un peu plus vibe comme ça, tu vois. Mais les autres, elles sont. Oh là là, si vous voulez vous marrer, regardez les pubs Lincoln avec Matthew McConaughey. Vous avez vraiment du grand Matthew McConaughey. Bref. On a fait le tour, je pense, des sujets Oscar et des films français rentables. Passons tout de suite au deuxième film de la semaine. Je pense qu'il est grandement temps d'ailleurs. L'aventure Lego, la grande aventure Lego 2, donc de Lego Movie 2, qui n'est plus réalisé cette fois-ci par Phil Lord et Chris Miller, qui étaient, je crois qu'on le dit à chaque émission, le duo montant aux États-Unis, les deux réalisateurs qui ont le vent en poupe. Par contre, il y a toujours Elizabeth Banks. Oui, c'est That's a Big Ball. Ah, That's a big ball. Eh ben, c'est celle-là qui l'a faite et c'est Winning Refn qui était le réel. Allez. Voilà. Ok, allez voir la pub That's a Big Ball avec Matthew McConaughey, c'est juste excellent. Donc, oui, la grande aventure Lego, oui, parce que c'est quand même le principe. Hein, t'es en train de te faire. Oui, parce que là, on est en train de. Ouais. Heureusement qu'on a que 3 films cette semaine. Ah, oui, j'espère bien. Surtout qu'on va faire des clips de 10 minutes pour YouTube, on est dans la merde. Ouais. Deuxième film, La Grande Aventure Lego 2, donc Mike Mitchell. Everything is awesome. Mike Mitchell, c'est pas celui qui avait fait. Qu'est-ce qu'il a fait juste avant ? Il avait pas fait. Non, je crois que je confonds avec. Alors, déjà, il faut rappeler que c'est pas lui qui a fait le premier. Hein. C'était Lord et Miller qui ont fait le premier. Je voulais le dire. Mike Mitchell, il a fait. Je l'ai sur le bout de la langue. Vas-y. Les Trolls. D'accord. Voilà. Et Bob l'éponge. C'était pas terrible ça. Et Alvin et les Chipmunks 3. Et Shrek 4. Oui. En fait, il a fait tous les mauvais épisodes de chaque grande saga d'animation. Non, il a surtout fait le dernier que personne ne voulait faire, mais ça c'est ok. Donc Mike Mitchell qui reprend le flambeau, toujours avec Elizabeth Banks, Chris Pratt, Will Arnett. Enfin, nous on s'en fout un peu parce que c'est doublé en français chez nous, mais voilà, Channing Tatum, Jonah Hill, tout le monde est là. Il y a même Nick Offerman que j'aime beaucoup. Et là, qu'est-ce qui se passe en fait ? Parce que dans le premier, on a compris, hein, il y avait toute l'histoire avec Will Ferrell hein, qui jouait le méchant. Tout à fait. Et qui jouait aussi un père hein, dans la vraie vie. Oui, c'est ça, oui. D'accord, c'est donc pas vraiment le méchant. Il jouait un double méchant en fait. En tout cas, quelqu'un qui était un peu castrateur, si je peux le dire. Et donc là, c'est quoi le concept du coup ? On a compris le délire avec la famille dans le premier, mais là, est-ce qu'ils continuent sur une lancée ou ils abandonnent complètement ce truc de la vraie vie avec le gamin qui joue au Lego ? Non, il le continue complètement. Ok. D'ailleurs, le film débute pile au moment où le premier se termine, un peu comme Les Indestructibles 2. Et mais oui, on croit qu'ils ont vaincu les méchants, mais il y a des nouveaux méchants qui arrivent. Ouais. Et ça ressemble à des jouets complètement dégueulasses et très moches. Des Duplo, non ? Je suis pas sûr que ce soit des Duplo exactement. Je pense. Alors déjà, tu dis pas du mal des Duplo, parce que moi j'ai joué aux Duplo et j'aimais bien les Duplo. Non, mais il est marqué dans le synopsis des envahisseurs Lego Duplo avec copyright avec un R, donc ça peut te dire à quel point c'est quand même... Oui, alors ça doit être des Duplo, effectivement. Okay. Oui, c'était ça d'ailleurs, effectivement. Et c'est product placement à son paroxysme, hein. Il faut tout mettre. Ah, complètement. Ok. Et donc tu comprends rapidement que c'est la petite sœur qui veut jouer. Ah oui, c'est pour ça qu'il y a du Duplo, forcément. Mais ouais. Le conflit des Duplo, Lego, casse-toi avec tes Duplo. Ouais, on a tous connu ça. Voilà. Et voilà, c'est ça le film. C'est super. C'est vraiment à peu près ça. Ah, ok, d'accord. C'est que, alors ça c'est le côté humain, c'est que la petite sœur veut jouer, évidemment son frère veut pas, et donc la petite sœur elle lui pique des personnages sur son terrain de jeu, et puis elle rentre dans sa chambre, tu vois, et puis le frère est pas content, enfin voilà, tu vois le truc, hein. Ça c'est l'histoire extérieure en fait, mais donc c'est pas celle qu'on vit. Un peu parce que les personnages ont disparu, etc. Oui, oui, bien sûr. Et on doit changer de chambre. Alors faut que je sois complètement honnête avec toi, j'ai pas vu la fin. Parce que j'ai dû partir un peu plus tôt pour aller voir un chef-d'œuvre pour le coup, pour aller voir La Liste de Schindler au cinéma. Ah oui, c'est pas le même délire. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Quel film hein. Sacré Steven. Soit. Et donc j'ai pas vu la toute fin de Lego Movie, mais à moins d'être vraiment complètement teubé, je pense que tout le monde comprendra rapidement comment ça peut terminer. Ils meurent tous. Et donc Emmett, il est toujours le gars hyper dynamique, joyeux, Chris Pratt, dynamique, Chris Pratt. Voilà. Exactement. Et
Mais pas le Chris Pratt de Parks and Rec, hein. Le Chris Pratt d'après, un peu plus fit. Et donc il est toujours très content, mais vu qu'il y a les méchants jouets qui ont cassé tout le territoire, en fait ils vivent dans une espèce de wasteland. Et donc t'as les personnages Lego qui sont dans un décor à la Mad Max, quoi. Pardon ? Je te jure. T'as l'impression que c'est Mad Max Fury Road le début, tu vois. En fait, concrètement, ils ont fait ça pour payer moins d'argent en effets spéciaux. Mais ils ont été mettre ils font des clins d'œil à toutes les sagas et tous leurs trucs. D'ailleurs, je suis un peu méchant avec Lego Movie 2. Enfin, j'ai pas encore été très méchant avec, mais je vais l'être. Ça ne serait tardé. Mais Lego Movie 2 est quand même le meilleur film DC Comics qu'il ait jamais eu. Hein. C'est mieux que Justice League et tout le reste. Quoi, il y a Wonder Woman et tout ? Bah, ils sont tous là. Hein. Ah merde ! Ouais, ils font un caméo, mais c'est mieux que les films. C'est mieux que les films de Warner. Je sais que Will Arnett est très bon en Batman, mais... c'est assez drôle. Mais oui, il y a plein évidemment, comme dans le premier, je pense, il y a plein de clins d'œil à plein de choses. J'ai cité Mad Max là, j'ai cité la Justice League. Il y a aussi des raptors dans le film. Ah oui, ok, donc il y a Chris Pratt qui parle à des raptors. C'est hyper méta comme Pratt film. En personnage de... Enfin non, Emmett, qui a la voix de Chris Pratt, qui parle à des raptors. Donc comme Chris Pratt dans Jurassic World. Mais c'est aucune inspiration, quoi. Ils sont Non, vraiment juste pompés vraiment. des trucs, quoi. Et il y a une séquence avec un couloir qui tourne et des gens qui se battent dans un couloir aussi, tant qu'on y est. Non, ok, d'accord. Non, il n'y a pas Inception. On sait jamais. Mais il y a vraiment plein de clins d'œil, il y a plein de choses qu'ils ont faites. Mais le problème, c'est que déjà, t'as plus l'effet de surprise, comme souvent avec le deuxième épisode d'une saga. C'est plus très intéressant. On se fout un peu de ce qui se passe. Sans blague. T'es juste là, bah... Ouais, ok. Il y a un moment, tu trouves un peu le temps long. Les blagues, pas toujours très drôles. Bon, moi, je t'avoue que dans la salle dans laquelle j'étais, c'était que des mômes. Ils comprenaient aucune référence. Donc parfois, j'avoue, j'étais le seul troufion à rigoler comme un con. Ah, t'as rigolé, du coup. Bah ouais, mais 3 fois, enfin, tu vois, à des références très précises, mais c'est pas un film drôle en soi. Tu vois. Ok. Et parfois, t'as juste envie de regarder la personne à côté de toi, l'air de dire vraiment là. What the fuck, quoi. Ouais. Et donc, non, l'histoire est pas très intéressante. Il n'y a pas la même énergie, il n'y a pas la même dynamique. Les musiques sont plus très cool. Ça devient un peu du grand n'importe quoi. Non. Déjà que j'étais pas fan du premier, mais il est bien foutu et c'était quand même sympa. Là, vraiment, j'ai pas grand chose à sauver, quoi. C'est très très dispensable, malheureusement. Bon, bah écoute. Je te le conseille pas, Guillaume. J'en suis ravi. Mais non. J'avais bien aimé le premier, mais voilà. Va rattraper autre chose à la place. Tu m'as bien donné envie de voir la grande aventure Lego 2. Du coup, tu donnes combien de duplos à la grande aventure Lego 2 ? Bah, une. Un duplo. Ouais, Ok. oui, une étoile, oui. Une étoile. Ok, super, bah voilà. Pas plus. C'était pas awesome du tout dans ce cas-ci. Non, bah non, vraiment pas. Tu crois que c'est la fin ? Là, ils vont pas. Enfin, on Mais verra le succès. En même temps, on a vite compris que les films Lego, ça avait ses limites. Bah, ça avait une belle surprise le premier quand même. Ouais, mais la grande aventure Lego, ok, Par c'était exemple, sympa. Il y a bientôt Ensuite- le film Playmobil qui va sortir. Ouais, et ça, mais- personnellement, je suis pas Non, enthousiaste. Moi non plus, pourtant j'adore les Playmobil. Ouais, D'ailleurs, d'accord. je sais que c'est. On a avant les histoires. Faut pas dire ça quand t'es un mec viril, mais j'étais. joue encore un petit enfant, peu. j'étais plus C'était Playmobil que Lego. Moi aussi. Mais on avait tous les petites boîtes bleues là, 5 € chez Christiansen, tu vois, les magasins de jouets. Je vois. Bar Smith après. Mais pour revenir à ce que je disais, premier film Lego, ok, j'en suis pas fan, mais c'était une bonne surprise, c'était sympa. Et tout. Sympa. Ensuite, Batman, Lego Batman. Ça commençait déjà un peu à sentir l'heure aussi. C'était puis, encore un poil sympa, mais c'était pas terrible. Puis Lego, Mais je l'avais- Ninjago, vieux. Mais Ninjago, c'était infâme. Et là, non, c'est pas terrible, quoi. Non. C'est pas acheté, mais ça n'a aucun intérêt. C'est Non, tout. je pense que le premier, on s'est tous dit, mais enfin, c'est pas possible de faire un film sur les Lego qui est pas mauvais, tu vois. Enfin, c'est un peu comme certains films ont raté complètement. Quand il y a eu le film. Allez, maintenant que je l'ai plus. Le désastre là avec les émoticônes, le monde des émoticônes, c'est ça ? Emoji Movie. Oh voilà. Oh là là. Donc voilà, bon, ok, on va pas revenir sur Lego, c'est fait. Non. Un duplo pour le film Lego. Une étoile. Une Arrête étoile. de dire un duplo. Un duplo. Un autre film qui va sortir, mais pas tout de suite.
En novembre 2020, accrochez-vous. Ah. Et là, on revient un peu dans le cinéma qualité, enfin, j'espère. Mais là, j'ai aucune crainte. Denis Villeneuve, réalisateur qu'on aime particulièrement pour plein de films, pour plein de raisons d'ailleurs. Bah, tous ces films. Tous ces films, sauf Ennemi. qui sont pas des J'aime un films peu moins Ennemi. qui sont pas des films qui ont cartonné au box-office, hein, qu'on se le dise. Il n'a pas Non. encore eu un gros succès au box-office. C'est vrai. Oh, Prisoner, ça a quand même bien fonctionné. Pas tellement. Hein. Il a jamais eu vraiment le Non. gros truc. Je parle pas 800 millions ou quoi, mais je parle d'un truc qui fait peut-être 400, 500 millions. Il a pas. Pourtant, il y a eu Blade Runner. a quand même fonctionné. Tout pile rentable, mais pas plus. Hein. Donc Blade Runner 2049, c'est lui. Premier Contact, c'est lui. Prisoners, c'est lui. Un film qui est un peu sous-estimé par Prisoners, mais qui était très très bon. Il travaille sur son prochain film. On l'avait déjà dit, je pense. Il travaille sur Dune. Oui. Une sorte de remake, en tout cas adaptation du bouquin qui existe en 50 000 suites. Pas tant que ça, non. Ils en ont beaucoup, Il n'y non a pas tant de versions que ça d'une. Non, alors pas il de y a version, mais les bouquins, il y en a plein, quoi. La source même du Je sais pas combien il y en a, je pense pas qu'il y en a tant que ça. C'est très long comme univers, hein. C'est vraiment très étendu. Ils peuvent vraiment aller puiser là-dedans. Pour moi, c'est un roman. Un petit fact-check. Enfin, non, il y a un cycle, mais je sais pas combien de romans J'ai il y cru a dans le comprendre cycle. qu'il y avait pas mal de romans, et donc il y avait moyen de faire continuer l'histoire à rallonge si ça fonctionne. En tout cas, Denis Villeneuve. Il y a 6 épisodes dans le cycle de Dune. Quand même. Ouais. Donc voilà, il y a de quoi faire une grosse saga. Et donc Denis Villeneuve, avec la Warner Bros, a démarré le projet. Donc ça sort le 20 novembre 2020, on a la date. Et c'est un projet, alors là, mais qui est en train de constituer une fine équipe. Jizz in my pants. Pas qu'un peu, quoi. Hein. Donc Timothée Chalamet, ok. Ça, on s'en fout. Bah c'est le héros du film. Timothée. Mais c'est le film, c'est le héros du film. Donc déjà, t'as tous les fangirls qui seront là. Ensuite, on a Jason Momoa. Pas dégueulasse. Ça peut être sympa. Rebecca Ferguson. Plutôt sympa. Peut être sympa. Zendaya, bon ça c'est un peu moins sympa, mais voilà. Non, elle était pas mal dans le Spider-Man. Bah tu l'as pas vu dans The Greatest Showman avec Zac Efron. D'ailleurs, faut toujours que je rattrape. This is the greatest show. Ouais. Parenthèse faite, Cinécast sera au concert de Hugh Jackman. Donc, tu seras au concert de... C'est ce que je dis. Ok. On aurait dû déjà l'annoncer la semaine dernière, mais Hugh Jackman, il a annoncé une tournée dans toute l'Europe et aux États-Unis après, je pense. Il y avait toujours pas de date en Belgique. On était là, oh, il passera pas. Et si, il vient la veille de mon départ à Cannes. Donc c'est parfait. Tu crois on va aller Bah bien sûr. Ça serait génial. Mais moi j'y vais. Ok, bon. Gratuitement. Hugh Jackman, je vais pas payer 65 boules pour ce truc. Je ne citerai pas de nom, mais je connais quelqu'un qui a payé 90 balles pour aller au premier rang presque. Soit. Je te regarde avec insistance en essayant de trouver qui c'est. Oscar Isaac, voilà, rien que ça, tu en continues. Josh Brolin, ok, qui tu veux d'autre? Javier Bardem, ok, d'accord. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Dave Bautista, ouais, bon, Dave Bautista, c'est pas encore. Tu me regardes. Charlotte Rampling, Charlotte Rampling, c'est toujours intéressant. Attends, Dave Bautista, tu veux qu'on continue? Dave Bautista était très bien dans Blade Runner. Ah oui, sa scène était formidable. Voilà. Non, clairement. Et puis Stellan Skarsgård, j'ai toujours du mal avec lui. Stellan. C'est lui qui joue Pennywise, ou c'est son frère? C'est son fils. C'est son fils. Carrément. Stellan, c'est le père. Ah d'accord, ben voilà. Donc c'est autant pour moi. Mais donc clairement, vous avez un casting là qui ne cesse de s'agrandir au fur et à mesure des semaines. Hein. Donc on a eu d'abord Timothée Chalamet, puis ça continue. Je pense que Jason Momoa, ça fait quelques jours qu'il a été officialisé. Donc ouais, je crois que c'est le dernier qui a été officialisé là. Attention, c'est un film qui va être, à mon avis, mastodonte. Et ça sort en novembre 2020, donc ça veut dire qu'ils essaient de flirter sur la période des Oscars, hein, quand même, parce que novembre 2020, c'est un très bon timing pour sortir, pour être nommé. Donc, c'est parfait. Des gros espoirs dans ce film. Ouais, alors moi Alors, Dune, c'est un peu une arlésienne aussi, hein, parce qu'il y a eu des projets. Il y a eu celui de Jodorowsky, qui n'a jamais eu lieu, en fait, qui n'a jamais été réalisé. D'ailleurs, je vous recommande très très chaudement le documentaire Jodorowsky's Dune, qui dispose sur YouTube pour 3 €, je crois, quelque chose comme ça. Regardez-le, parce que déjà c'est un documentaire magnifique, et puis on se rend compte que ça aurait été un des plus grands films de l'histoire du cinéma. C'est colossal, hein, mais ça c'est clair. Il y a eu la version de David Lynch en 84, qui était quand même pas très... qui était pas ouf, on va pas se mentir. Il y a eu d'autres choses, mais je pense que l'adaptation la plus réussie, c'était une mini-série du début des années 2000 avec John Hurt,
que j'ai vu, à mon avis, pas longtemps après sa sortie, donc j'en ai très peu de souvenirs. Mais c'était plutôt pas mal. Donc le truc, c'est que Dune est un univers très riche et c'est très visuel. Il y a un petit côté Star Wars parce qu'il y a certains décors un peu sable, un peu désert, tu vois. Tatooine, quoi. Un peu Tatooine, ouais. Donc il Et faudra Blade voir, Runner, d'ailleurs. Aussi. Un peu, 2049. Donc c'est un film qui sera visuellement très ambitieux. Et dans les mains de Denis Villeneuve, je suis confiant. Et on oublie de dire un truc quand même important, le film est tourné pour être diffusé en 2 parties. Donc... Ah. Ouais. Ah. Oui, oui. Ah. Donc le 20 novembre 2020, c'est la Ça, première j'aime partie. moins déjà, tu vois. Ouais, je sais. Ouais. À mon avis, ils doivent tellement payer pour ce film qu'ils vont dire bon, Denis, surtout que Denis a l'art de faire des films de 2h45 et plus. Non mais attends, le projet était annoncé en 2 parties. Bah, oui, il y a un seul des 2 longs-métrages qui datait, mais je sais que ça vient d'un article, mais j'en ai lu un autre qui disait que c'était 2, c'était clair que c'était 2. Quoi. Ah, ok. Donc voilà. Donc, normalement, c'est 2. On va voir, on va vous tenir au courant si on a des nouvelles sur le projet, mais l'idée, c'est que c'est 2 et le premier sortira en novembre 2020. Hobbit style. Tu vois le délire. Ouais. Non mais alors, j'ai pas de problème avec les films qui sortent en 2 films quand tout est pensé directement dès le début pour faire 2 films et que c'est tourné au même moment, etc. Ça, j'ai pas de souci avec ça, même si c'est pas toujours l'idéal. Ce qui m'énerve, c'est quand t'as un 2e ou 3e film qui est pensé en cours de route, quoi, tu vois. Style Hobbit 3. Ouais, Hobbit, ça c'est terrible. 2 films et le 3e Hobbit, tu vois que... Enfin, bon, voilà. Ils ont dû rajouter des scènes d'effets spéciaux juste pour essayer de combler un peu les trous, quoi. Ouais. Bref, parlons d'autres nouvelles actualités, toujours en 2020, on continue cette année-là. James Bond 25, qui a été repoussé forcément suite au départ de Danny Boyle, qui s'était fâché avec Daniel Craig. Apparemment, ils se sont pris le chou, c'est pour ça qu'il s'est cassé. Ouais, mais petit intermède sur Danny Boyle, il y a eu la bande-annonce de son prochain film, là, Yesterday. Le film où il y a un gars qui se réveille dans un monde où les Beatles n'existent pas et qui a toutes les chansons en stock et qui devient une star, en gros. En gros, il plagie ça a l'air complètement. Ça a l'air sympa, ça a l'air un peu... En fait, c'est Jean-Philippe version Beatles. Exactement. Ça a l'air pas mal du tout. Bref, pas de ça que je parlais, mais c'est pas grave. Sinon, on va perdre du temps ici. Ouais, c'est bien, on a parlé de Danny Boyle, il a disparu, il y a ça qui arrive, et donc, Cary Fukunaga. Oui, Cary Fukunaga qui réécrit le scénario en compagnie de Scott Burns, qui est le scénariste de notamment La Vengeance dans la peau et Contagion. Pas convaincu. J'aime bien les films, mais je suis pas convaincu que ce soit le meilleur scénariste. Attends, Danny Boyle voulait quand même tuer James Bond à la fin du film. Excellent choix. Et Daniel Craig a dit ouais mais attends non. C'est bizarre que ce soit Daniel Craig qui ait dit non à ça, parce que personnellement c'est son dernier film en tant que James Bond, pourquoi pas. Autant partir en tuant le mythe, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Non, à mon avis, c'est plutôt les producteurs, les brocolis là qui étaient pas très contents. Mais non, mais ils auraient pu le tuer et de toute façon relancer le truc quand même, ça change. Bien sûr. Par contre, ils annoncent que donc Léa Seydoux revient, mais ça on le savait déjà, mais que le méchant pouvait être Rami Malek. Et ouais, Freddie Mercury face à Daniel Craig. Et donc là, on aurait clairement quelque chose d'assez spécial. Pour être très franc, plus ce film avance, plus le projet avance, plus j'ai peur. Plus ça pue du cul. Plus ça pue. Autre film qui sera reporté un peu d'un mois, du coup, c'est Fast and Furious 9, qui sortira le 20 mai 2020. Et je ne sais plus de quoi il s'agit, mais je sais que le 20 mai 2020, il y a une autre sortie. Mais hyper, méga, giga attendue. Genre un Marvel, genre un truc, genre en gros ce sera Fast 9 et à côté un gros truc qui tâche, quoi. Je sais plus lequel, mais c'est un truc assez gigantesque. Donc ça va être un week-end au sommet pour ces 2 films-là. Maintenant que je l'ai en tête, allez Guillaume, vas-y, rappelle-toi. Je crois que c'est Godzilla vs King Kong. Ah ouais, mais... ça va être compliqué quand même. Je crois que c'est ça, je suis pas sûr. Mais en gros, je crois que c'est ça, Kong vs Godzilla. Donc voilà, 2 films totalement différents, mais un peu bourrins tous les 2. Alors, ça pourrait être sympa, on sait pas. En tout cas, c'est pour le 20 mai 2020 pour Fast and Furious 9. On parle maintenant du dernier film de la semaine, je pense qu'il est grandement temps d'aborder The Old Man and the Gun de David Lowery avec Robert Redford, Sissy Spacek, Casey Affleck et Danny Glover et aussi John David Washington. Un film assez particulier, on en parlait au début de l'émission, qui pourrait être une petite comparaison à la carrière de Robert Redford. Donc c'est un homme à la retraite, qui a plus de 70 ans, mais qui est un des plus grands braqueurs du XXe siècle. C'est pas vraiment un des plus grands braqueurs du XXe siècle, mais disons qu'il a une petite bande de bras cassés, de petits papis avec lui. Il est récidiviste, quoi.
Ça, complètement. Et il continue, il tire sur la corde à n'en plus finir. Un peu comme Robert Redford pourrait le faire avec sa carrière parfois, n'est-ce pas? Techniquement, ce film, The Old Man and the Gun, est annoncé comme étant son dernier film. Je pense qu'il est déjà revenu sur sa parole depuis. Il va jouer dans Dune, hein. Je crois qu'on l'a pas dit. Non. Et qui n'a pas été annoncé dans Dune? Ça, la question. Ouf. Tout le monde a été annoncé dans Dune. Christopher Nolan qui co-réalise. Voilà. Ah oui. Boum. Et d'ailleurs, je pense qu'on a déjà parlé dans l'émission. Mais alors, non, je pense pas que ce soit le dernier film de Robert Redford, mais enfin, peu importe. Oui. Là n'est pas le sujet. Old Man and the Gun. Qu'est-ce que t'en as pensé? Les papis vont à la banque. C'est une petite bande. Les gendarmes font un braquage, c'est ça que tu veux dire? Ils sont quoi? Trois vieux amis à penser. Alors, ils font des braquages de petites banques en fait. Ils te font pas des casses à 4 millions, tu vois. C'est Place Beyond the Pines, quoi, mais avec des papilles. Ouais. Et sans le drame. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, ils peuvent faire plus de petites banques, se faire moins vite repérer, etc. Donc, c'est plutôt bien vu. Et, ils minimisent un petit peu les risques. Évidemment, quand il y a beaucoup de banques qui se font braquer, l'éveil de qui est intéressé FBI, motherfucker. se réveille. FBI, motherfucker, évidemment. Et c'est qui joue l'agent du FBI un peu méchant et tout? Qui est Sia Fleck, évidemment, l'acteur fétiche de David Lowery. Il n'y a pas James Franco au film? Non. Sur la fiche, j'ai eu l'impression qu'il y avait James Franco, mais peut-être que je me suis trompé de personne. Écoute, change le verre de tes lunettes. Hein, oui, à mon avis, c'est un peu ça. Parce que là, si t'as vu James Franco quelque part, non. T'es sûr que t'as pas confondu avec Robert Redford? T'imagines quand même, non, pas à ce point-là. Non, bah oui, Casey Affleck, le FBI se réveille, est intéressé, commence à suivre les pistes, etc. etc. Forrest, parce que Forrest est le nom du personnage de Robert, qui effectivement doit courir. Ils l'ont fait exprès, hein, c'est pas possible. Oui. Il va devoir courir pas mal, parce qu'il y a forcément un moment où le FBI se rapproche. Hein. Et donc il a un peu le feu aux fesses. Ça va pas toujours bien se passer, mais il va quand même gérer plutôt bien son coup. Donc voilà, c'est l'histoire. Je vais pas en dire beaucoup plus parce que c'est jamais qu'un jeu de voleurs et de policiers. C'est ça, ça a l'air un peu plus quand même cartoonesque, un peu comme ça. Il y a une petite histoire d'amour quand même qui vient se greffer à tout cela, parce que le personnage donc Forrest va rencontrer une dame qui vit dans un beau ranch. Elle s'appelle Jewel, t'imagines, bijou quoi. Et elle est jouée par Sissy Spacek, qui est fabuleuse dans Badlands de Terrence Malick. Qui est fabuleuse dans plein de choses d'ailleurs. Mais voilà, ils forment un petit couple sympathique. C'est toujours très drôle de voir les personnes âgées se courtiser, se faire des mamours. Et donc, le petit Forrest, au cœur tendre, braqueur au cœur tendre. Tu sais ça, avec tes sourires, franchement, ça fait peur. J'ai l'impression que tu regardes les vieux se bécoter sur des bancs. C'est quand la dernière fois que t'as vu un couple de vieux se rouler une grosse pelle sur un banc? Moi, ça fait... Je ne sais pas. Moi non plus. En film, ouais, peut-être, mais pas en vrai. Donc voilà. Mais bon, voilà. Okay. Non, mais du coup, c'est assez sympathique. Alors, ce qui est cool, c'est qu'il y a... T'as l'impression que c'est un film qui a presque été filmé à l'époque, dans les années 70, 80. Ils ont donné ce look fashion, un peu rétro à l'image, au niveau des choix de cadrage aussi. Costumes, etc., c'est nickel. Les relations des personnages sont plutôt cool. Robert Redford a mis beaucoup du sien. Il est en grande forme. D'accord, il fait pas son Bruce Willis, quoi. Non, il cachetonne pas, il n'est pas là juste pour toucher son chèque. Il s'est donné un dernier beau grand rôle. Ok. Un peu plus intéressant que dans ses films précédents. Son dernier truc, c'était le film avec Jane Fonda et Matthias Schoenaerts, là, qui était sorti sur Netflix l'an dernier. C'était pas terrible. Là, ça sort sur Netflix directement. C'est pas encore bon. Dans Marvel, c'était quoi dans Captain America 2 il était pas trop mal, il était pas mal. Mais enfin bon, voilà, Robert Redford, c'est pas l'acteur dont... Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu au top. Déjà qu'il jouait plus beaucoup, et c'est vrai ça fait longtemps qu'il avait pas eu un grand rôle. Je pense qu'un de ses derniers bons rôles, c'était son propre film Lions for Lambs, Lions et Agneaux, un film
qui traitait de politique américaine avec Tom Cruise, Meryl Streep. Il y avait Michael Peña aussi là-dedans. Okay. Il y avait Andrew Garfield, avant qu'il soit hyper connu. Petit film, quand j'avais été le voir, je pense que j'avais 14 ans, on était 2 dans la salle, tu vois. Et c'est un truc que Robert Redford avait réalisé aussi. Et donc voilà, tout ça pour dire que Robert Redford était assez peu présent ces dernières années. Et donc là, dernier, peut-être, bon et grand rôle, dans un film, somme toute, assez sympathique, qui se suit avec beaucoup de plaisir. Mais c'est pas le David Lowery, c'est le réalisateur du film, c'est pas celui qui avait fait A Ghost Story ? C'est lui qui a fait Ghost Story, c'est lui qui a fait Peter Elliot le Dragon, c'est lui qui a fait aussi Les Amants du Texas, c'est lui qui a fait aussi, c'est à peu près tout pour l'instant, Saint-Nick, son premier film, mais qui est pas très connu, et c'est lui qui va faire Peter Pan. Rien que ça, quoi, boum, quoi, tu vois. Mais donc, clairement, une carrière qui monte aussi. Alors, pour résumer, The Old Man and the Gun, ton sentiment par rapport à ce film très positif. Bonne surprise, mais en général, bonne histoire. Bonne histoire qui tient bien. Est-ce qu'il y a de l'humour ? Parce que quand on entend le synopsis, comme on dit, c'est un peu drôle, c'est un peu cocasse. Il y a toujours il y a toujours des situations très drôles. Puis voir le méchant essayer d'échapper à la police, il y a toujours quelque chose d'assez jouissif là-dedans. Donc, 70 piges, ouais, c'est ça. Ben oui, c'est ça. C'est pas juste un braqueur, c'est il y a un côté braqueur qui se fout la gueule de tout le monde. Tout à fait, oui. Donc c'est assez cool. Ça va. Un bon petit 2 étoiles. 2 étoiles, voilà. C'était le dernier film de la semaine, en tout cas pour Cinécast. Surtout qu'un de ses co-braqueurs, c'est Danny Glover, quand même, qu'on n'a plus vu depuis longtemps non plus. Hein. Ouais, et Tom Waits. C'est aussi un petit trio de braqueurs assez sympa. Clairement. On parcourt les films de la semaine, hein, après ce long silence. Oui, trop long silence. Excuse-moi, j'étais en train de prendre une petite gorgée. Oui, je me suis dit que tu allais embrayer. J'entends. Je voulais terminer ma bière. J'ai pas embrayé, ok. Donc, cette semaine du 20 février, voilà les sorties cinéma. Les Ritournelles de la Chouette. Quoi ? Oui. Bah quoi ? Oui, c'est un film comme un autre. Jamais entendu parler. The Old Man and the Gun, c'est 2 étoiles pour le dernier film de Robert Redford. Ou pas, mais en tout cas, c'est un film dans lequel on le voit en pleine forme et ça fait plaisir. Happy Birthday 2 to You, what the fuck, c'est un peu long comme nom. Ou Happy Death Day 2. Death Day, pas Dead. Death Day. Death Day. Mais Happy Birthday, oh là, c'est compliqué. Donc, en gros, vous avez compris, c'est la suite. Il paraît que c'est pas mal. Il paraît que ça continue. Un peu mieux que le premier. Moi, j'ai plutôt bien aimé le premier. Ouais. Tu m'avais dit, bonne surprise. Bah voilà, qui sait, peut-être bien une bonne surprise. Fatwa, un film de Mahmoud Ben Mahmoud. Qu'on a pas Mahmoud Ben Mahmoud. Mais bon, attends, mais je vais pas. Faut le dire avec l'accent. Hein. Mahmoud Ben Mahmoud, non. Eh bah oui, j'ai débouché. 5e film, c'est 8th Grade, on en a parlé, c'est 3 étoiles pour le premier film de Bo Burnham. Du coup, c'est notre film de la semaine. Eh bah oui. Et on vous le conseille, vraiment, chaudement. Un film qu'on aurait bien aimé voir, mais qu'on n'a pas pu voir. Le Chant du Loup. Voir. Je suis très triste et très déçu de ne pas avoir pu le voir avant. Chant du Loup, gros film français, du coup, avec. Et qui a d'excellents retours. Omar Sy, Mathieu Kassovitz, Reda Kateb, donc du gros casting. Deux Fils, le premier film de Félix Moiti avec Benoît Poelvoorde et Vincent Lacoste. Ça promet. Pas mal, il paraît, pour le premier film de Félix Moiti, qui est quand même le meilleur pote d'ailleurs de Vincent Lacoste. Black Snake, Thomas N'Gijol, qui fait. N'Gijol. Excuse-moi, les noms, c'est pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc, ce sera jamais mon truc. Thomas N'Gijol, avec Thomas N'Gijol, du coup, qui joue Black Snake. Ah, c'est lui qui réalise, je ne savais pas ça. Mais oui. Tu m'en apprends des choses. Avec Edouard Baird, notamment, oui, dans ce film-là, mais on n'a pas vu. Quelqu'un l'a vu, non ? Dans notre entourage C'est pas, j'ai pas eu de retour. Ok. Et La Grande Aventure Lego 2. Ah, donc... Si, j'en ai eu, je pense. Et je sais plus, mais je pense pas qu'il était bon. Pouce vers le haut, pouce vers le bas. Okay. Plutôt vers le bas, à mon avis. La Grande Aventure Lego 2, donc de Lego Movie 2, The Second Part, de Mike Mitchell, ça c'était quand même. C'était pas awesome. C'était 1 étoile du coup. C'était pas super génial. Donc on avait 3 étoiles, 2 étoiles et 1 étoile. Pour La Grande Aventure Lego, c'était Cinécast saison 2, épisode 22. Merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. Si vous êtes encore là, c'est un miracle, je vous félicite. Et clairement, abonnez-vous. Si vous nous avez écoutés jusqu'ici, mettez un emoji d'ananas dans vos commentaires. Et surtout, voilà le code de ma carte de banque. 4, 1, non. Donc du coup, sachez-le une chose. Si vous écoutez maintenant, vous êtes clairement fan de Cinécast. Et donc, vous pouvez vous abonner sur la plateforme de votre choix, que ce soit Spotify, YouTube ou les autres. Ça nous fera un grand, grand, grand plaisir. Et on se dit déjà à la semaine prochaine. Oh, on verra. Hein. Comment ça ? Non. On va pas la semaine prochaine ? Ok. On se dit déjà à la semaine prochaine. On vous dit des bisous. Des gros bisous. Ciao, ciao.